Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui on va démarrer le module OL3, outil logiciel. Dans ce module OL3 on a trois parties à voir, hein. La partie échantillonnage des signaux, la partie conversion analogique numérique et la partie filtrage numérique. Alors avant de démarrer ça, on va faire quelques rappels sur les systèmes de traitement numérique. Donc je rappelle que dans un système de traitement numérique classique, hein, qu'on peut retrouver dans tous les appareils de mesure, on a d'abord une grandeur physique à mesurer, donc un courant, une tension, une vitesse, une position, une grandeur mécanique, vibration, une pression, un débit. Et puis pour mesurer cette grandeur-là, on va utiliser un capteur et son conditionneur qui vont nous fournir un signal électrique. Ok, ça c'est des choses qu'on avait déjà un peu vues lors de l'analyse spectrale. Donc ce signal électrique, là en fait, il est le plus fidèle possible à la grandeur d'entrée, hein, c'est-à-dire que dans le cas idéal, il est parfaitement proportionnel. Donc actuellement, ce signal électrique, quand on veut travailler dessus, ben, on va travailler sous forme numérique. C'est-à-dire qu'on va utiliser un système d'acquisition, okay, dans lequel on va retrouver deux étapes importantes, hein, qui sont l'échantillonnage et la conversion analogique numérique. Donc ce système d'acquisition, il a pour rôle de transformer ce signal électrique, hein, qui est un signal analogique, une tension par exemple, en des données numériques, c'est-à-dire des nombres. Et une fois que ces nombres sont obtenus, eh bien, ça permet de pouvoir les traiter beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire il y a encore quelques décennies où là on n'avait pas d'accès aux grandeurs numériques, on était directement avec les signaux électriques, ce qui en termes de traitement était assez compliqué. Alors les traitements qu'on peut faire, hein, c'est des traitements simples, hein, affichage sur un écran comme un oscillo, un stockage, hein, enregistrement, et puis des calculs. On a vu que la dernière fois que sur l'analyse spectrale, bah, c'était une possibilité de calcul possible sur ces données numériques. Donc cet environnement-là, c'est un environnement qui est complètement numérique. Et cet environnement, alors que ici, l'environnement qui est ici est un environnement complètement analogique, hein, avec des tensions. Voilà, donc comment ce système d'acquisition, comment il se décompose? Le signal électrique arrive. Donc on va trouver ici un conditionnement. Ce conditionnement, ça va être essentiellement des amplificateurs et puis des filtres, dont un dont on reparlera plus tard, qu'on appelle un filtre anti-repliement, qui est très très important, on verra pourquoi. Ensuite, ce signal, il est échantillonné et bloqué. Bon, bloqueur, on verra après, mais il est surtout échantillonné, c'est-à-dire qu'on va venir prélever des valeurs de ce signal-là à intervalles réguliers. Donc c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Et puis ces échantillons-là, chaque échantillon est converti en un nombre numérique. Donc en fait, quand on dit qu'on fait de la conversion analogique numérique, il faut faire attention, on ne convertit pas le signal, ça c'est pas possible, on convertit des échantillons du signal. Donc bien évidemment, il ne faut pas se tromper là quand on vient échantillonner le signal, parce qu'autrement ce qu'on va convertir, ça peut être n'importe quoi. Donc il y a des règles, ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a des règles très précises sur comment on doit échantillonner un signal pour que les nombres qu'on aura ici soient bien représentatifs du signal d'entrée. Et puis ces nombres numériques, ils sont appliqués à un processeur qui, lui, peut faire tous les calculs qu'on veut dessus. Alors il faut bien comprendre, hein, que le processeur, lui, okay, il n'a jamais accès au signal numérique, le signal électrique, excusez-moi, d'entrée. Il va avoir accès simplement aux conversions analogiques numériques des échantillons qui sortent d'ici. Donc, il y a plein d'endroits là où on peut faire des erreurs ici, introduire des erreurs qui font qu'après, tous les calculs qu'on va pouvoir faire là peuvent se retrouver faux parce que les données numériques qu'on a n'ont pas été bien acquises et donc finalement ces données-là ne sont pas représentatives du signal. Donc il faut faire très très attention. Donc là on est dans un environnement analogique, okay, et là on est dans un environnement numérique, c'est-à-dire informatique ici. Alors, je rappelle un peu les exemples qu'on avait vus l'autre fois. Donc ici, on a un exemple, par exemple, d'un analyseur de réseau, comme vous avez en électrotech. On voit qu'il échantillonne à 13 kHz. Donc on va voir ce que ça veut dire. Qui convertit sur 12 bits, ça c'est le format des données qui sort du convertisseur. Sur une carte son, on va voir qu'on échantillonne à 44 kg, donc un petit peu plus que là. On échantillonne donc à 44 kg, on convertit sur 16 bits, c'est-à-dire avec un nombre de bits supérieur à ici. Si on prend un oscilloscope comme vous avez dans vos salles de TP, on se rend compte qu'on échantillonne ici à 2 Go, qui est beaucoup plus élevé
que les deux autres cas ici, mais qu'on convertit sur 8 bits. C'est-à-dire les données qui vont sortir du convertisseur, là-dedans, il y a un petit convertisseur analogique numérique, les données sont sur 8 bits, alors qu'ici elles étaient sur 16. Donc il y a bien une raison, on verra plus tard. Puis si on prend un petit microcontrôleur type Arduino, on voit qu'on va trouver aussi un système d'acquisition à 10 kHz sur 10 bits. Donc finalement, on se rend compte qu'en fonction des systèmes qu'on utilise, on va avoir des échantillonnages qui sont plus ou moins rapides. 10 kg, 13 kg, 40 kg, 2 Go. Donc chaque système a sa vitesse d'échantillonnage. Et puis la conversion, elle peut aller de 8 bits à 16 bits, voire 24 pour des systèmes qui ont besoin de beaucoup de précision. Donc conclusion, on voit que ces systèmes ils diffèrent par leur vitesse d'échantillonnage et aussi le nombre de bits de conversion. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quels sont les critères qui justifient ces différences-là. Et en particulier, aujourd'hui, on va voir le critère sur l'échantillonnage. Alors qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage? Alors, ça consiste en fait à venir prélever des valeurs du signal à intervalles réguliers. Cet intervalle, c'est un intervalle de temps, ok, il est constant, d'accord, et ce qu'on appelle la période d'échantillonnage, qui est notée TS ici. Okay. Donc vous voyez ici, alors l'échantillonneur il est représenté par un petit interrupteur de façon classique. Et ce qu'on va venir faire avec cet interrupteur, c'est on va venir prélever à intervalles réguliers des valeurs, ici, à intervalles réguliers TS. Et chaque valeur là, ça s'appelle un échantillon. Okay. Donc le temps entre deux échantillons, ça s'appelle la période d'échantillonnage, ce qui s'appelle en anglais sampling period, elle est exprimée en secondes. Ok, c'est un temps. À partir de là, on peut définir ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage, qui est l'inverse de cette période-là. Okay, sa fréquence d'échantillonnage, qu'on appelle sampling frequency en anglais. Et évidemment, comme c'est l'inverse d'un temps, elle peut s'exprimer en Hertz. Bon, cela dit, dans les systèmes de traitement, dans les appareils de mesure, okay, cette fréquence d'échantillonnage, elle est assimilée à une cadence d'acquisition. On l'appelle aussi sampling rate, c'est une vitesse d'acquisition. Okay. Et souvent, elle ne s'exprime pas en Hertz, mais elle s'exprime en nombre d'échantillons par seconde. Okay. Ce qui se note en anglais SA par S, c'est-à-dire sample par seconde, ou SPS, pareil, sample par seconde. Okay. Donc ici, quand on a, si je reviens un petit peu en arrière, ici par exemple, si on a un appareil qui échantillonne à 13 kHz, c'est-à-dire 13 000 Hz, ça veut dire qu'il prend 13 000 échantillons par seconde. Donc les Hertz et les échantillons par seconde, c'est pareil. Vous pouvez exprimer votre fréquence d'échantillonnage soit en Hertz, soit en SPS par exemple. C'est pareil. D'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est que le choix de cette fréquence d'échantillonnage soit bien réalisé pour que finalement tout se passe bien derrière. Ça veut dire quoi bien réalisé? On voit bien ici que si on veut que le signal soit bien représenté par ces échantillons, on a intérêt de prendre un nombre d'échantillons suffisamment grand, c'est-à-dire un TS suffisamment petit, c'est-à-dire une fréquence d'échantillonnage suffisamment grande. Okay. Donc on serait tenté de dire, si je veux vraiment bien retrouver mon signal, il faut que j'échantillonne avec une fréquence la plus grande possible. Okay. C'est-à-dire, on a vu dans les exemples précédents qu'il y a des appareils qui échantillonnent pas forcément vite. 13 kHz pour un Calistar, c'est pas très très rapide. Donc comment on choisit cette fréquence d'échantillonnage? Vous voyez par exemple ici, je prends le cas d'une carte son. Carte son 44,1 kHz, c'est un standard. Donc on a 44 000 Hz, ce qui vaut 44 000 échantillons par seconde. Ce qu'on peut écrire 44,1 kilo sample par seconde ou 44,1 kSPS, kilo sample par seconde. Ça veut dire que la période d'échantillonnage, c'est 1 sur 44 000, c'est-à-dire 22 microsecondes. Ça veut dire qu'on va, sur une carte son, on va prendre un échantillon tous les 22 microsecondes. Maintenant, si je prends un autre exemple, si je prends un oscilloscope, comme vous avez en salle de TP, on voit marqué sur la façade de l'oscilloscope 2 gigas samples par seconde. Okay. Alors là, on est en kilos, là, on est en gigas. D'accord. Donc la fréquence d'échantillonnage, c'est 2 GHz. C'est beaucoup plus rapide que cette carte-là. Ça veut dire qu'on va prendre 2 milliards d'échantillons en une seule seconde. Ça veut dire qu'on prend une période, on va prendre un échantillon toutes les 2000 nanosecondes. Donc déjà, on voit ça, on voit tout de suite qu'un oscilloscope, en fait,
c'est beaucoup plus rapide qu'une carte son. Ça prend beaucoup plus d'échantillons. Donc la question, c'est pourquoi un oscilloscope a besoin de prendre autant d'échantillons par rapport à une carte son, par exemple. Ok. Donc ici, on voit bien que les fréquences d'échantillonnage sont différentes d'un système à l'autre. Donc la question, c'est comment détermine-t-on la fréquence d'échantillonnage en fonction de l'application? Parce que là, on voit bien qu'une carte son, c'est une application particulière, c'est pour enregistrer des sons. D'accord? Alors qu'un oscilloscope, c'est un appareil qui permet de faire des mesures sur n'importe quel type de signal. Ok. Donc là, on voit qu'on a une contrainte d'application, le son, alors que là, on n'en a pas. Et dans ce cas-là, la fréquence est beaucoup plus grande. Donc, comment on détermine cette fréquence-là? Alors, évidemment, on pourrait dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ne pas être embêté, on va prendre un TS très petit. C'est-à-dire une fréquence d'échantillonnage très grande, comme l'oscillo. Bon, le problème, si on fait ça, c'est qu'on va se retrouver avec un nombre d'échantillons qui va être très grand. Okay. Et notamment, le microprocesseur, lui, derrière, il va devoir traiter ces échantillons, c'est-à-dire faire des calculs dessus. Et si vraiment il en a beaucoup, vraiment beaucoup, ben, c'est un peu lourd, il faut vraiment un processeur très rapide. Donc après, on peut décider de prendre peu d'échantillons, c'est-à-dire, pour éviter ce problème-là, diminuer le nombre d'échantillons, c'est-à-dire prendre une fréquence d'échantillonnage petite. C'est-à-dire qu'on espace les échantillons les uns entre les autres. Par contre, si vous faites ça, bah, vous allez avoir pas assez d'échantillons pour représenter votre signal. D'accord? Donc ici, par exemple, ici, vous voyez, sur ce signal-là, j'ai pris des échantillons, ils sont en rouge, là. Et vous voyez que c'est pas bon, ça. Pourquoi? Parce que entre cet échantillon-là, par exemple, et celui-là, bah, il s'est passé plein de trucs, là. Vous voyez, le signal, il a bougé, là. Il bouge beaucoup. Or, le signal bleu, qui sort du capteur, nous, le microprocesseur ne le verra jamais. Il ne verra que les points rouges. Donc là, on n'a pas assez de points ici. D'accord? Par contre, si je reprends le même signal, échantillonné différemment, ben là, je vois que j'ai pris beaucoup plus d'échantillons. Okay, et là, évidemment, mon signal échantillonné, là, okay, mes échantillons, qui sont toujours des volts, hein, eh bien, retranscrivent mieux le signal bleu. Donc là, on va dire que dans ce cas-là, on est pas mal. Là, on est sous-échantillonné. On n'a pas assez d'échantillons. Hein, donc le système de traitement, lui, ne voit que les échantillons rouges qui arrivent, les valeurs, là. Okay, et jamais le signal bleu. Le vrai signal qui nous intéresse. D'accord? Et ces échantillons, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas encore des nombres numériques. Hein. Là, pour l'instant, ils ne sont pas passés dans le CAN. Hein. Donc là, ce sont toujours des tensions en volts. Alors, comment on choisit la fréquence d'échantillonnage? Alors, il y a un critère qu'il faut connaître par cœur, c'est pour ça qu'il est entouré. C'est ce qu'on appelle le critère de Shannon. Okay, ce critère de Shannon, Shannon, c'est un mathématicien du XXe siècle, hein, brillant, qui a découvert ça et qui dit que voilà, si vous voulez choisir une fréquence d'échantillonnage pour un système, il faut choisir la fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 2 fois la bande passante du signal mesuré. Ok. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est que la bande passante? Alors on l'a déjà vu dans le cours sur l'analyse spectrale. Ok. Donc il faut se rappeler que tout signal peut se modéliser comme une somme de signaux sinusoïdaux, hein, comme une somme de sinusoïdes à différentes fréquences. Ça, c'est Fourier. Alors la bande passante, c'est le domaine de fréquence qui contient la majeure partie de ces sinusoïdes. D'accord? Donc, on va voir, par exemple, si on prend un micro hein, audio, bah, on va avoir une bande passante à peu près de 15 kg. C'est-à-dire qu'on va avoir des sinusoïdes entre 0 et 15 kg, puis après, il n'y aura plus rien. Donc on peut dire que la bande passante d'un micro, ça va être 15 kHz à peu près. Bon, maintenant, si on change de capteur, si on prend un capteur de débit ou ainsi de suite, c'est pas évident. Alors, il se trouve qu'il ne faut pas oublier que le signal mesuré, il sort toujours d'un capteur. Et c'est ce capteur qui impose la bande passante. Et cette bande passante, on la trouve sur la doc technique. Donc, quand vous avez un capteur qui fait une mesure, si vous regardez sa doc technique, vous allez trouver la bande passante du capteur. Donc, vous affectez la bande passante du capteur à la bande passante du signal. Vous dites que la bande passante du signal, c'est la bande passante du capteur. Bon, ça, c'est une limite mathématique, ok, limite qu'il ne faut pas dépasser. En général, en pratique, hein, on choisit plutôt un facteur 10 pour être tranquille. Mais la question, c'est d'où vient ce critère? Alors, ce critère-là, il vient d'une particularité qu'on appelle la périodicité du spectre. Alors, je vais vous expliquer ça. Imaginons qu'on prend un signal analogique qui sort d'un capteur et qu'on l'échantillonne avec une fréquence fs.
D'accord? Ce signal-là, on considère qu'il a un spectre comme celui-là. Donc vous voyez, il a un spectre qui s'étend entre 0 et BP. BP, c'est sa bande passante. Et puis en théorie, il a la même chose en négatif. Parce qu'il faut savoir que Fourier, c'est un calcul mathématique qui est valable pour de moins l'infini à plus l'infini. Donc en fait, les spectres dans Fourier... Alors nous, les spectres dans Fourier sont symétriques par rapport au 0 ici. Alors nous, dans les appareils de mesure, on représente toujours la partie fréquence positive, mais en théorie, la transformée de Fourier, c'est défini comme ça. Donc le spectre de ce signal-là, entier, c'est ça. Donc il s'étend entre 0 et une certaine bande passante en Hertz. Si j'échantillonne ce signal, j'obtiens ça. Donc j'ai un signal échantillonné, ok. Et donc je prends un échantillon tous les TS. TS étant la période d'échantillonnage. Eh bien, si on trace la transformée de Fourier du signal échantillonné, on va trouver un truc bizarre, on va trouver ça. C'est-à-dire, on va retrouver notre spectre de départ, il est là. Et puis, ce spectre-là, il va se répéter, comme ça, à l'infini, tous les Fs. Fs étant la fréquence d'échantillonnage ici. Ok? Donc, première remarque, on passe d'un spectre comme ça, le signal échantillonné, à un spectre comme ça. Première remarque, dans le signal échantillonné, on retrouve le spectre intégral du signal de départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en théorie, on a perdu, quand on échantillonne un signal, on ne perd pas d'information, puisque ce spectre-là, il est égal à celui-là, et ça, c'est le spectre de ce signal-là. Donc en théorie, on pourrait, à partir d'un signal échantillonné, revenir à celui-là comme on veut. Ok? Alors comment on pourrait revenir du signal échantillonné au signal X? Le signal échantillonné est comme ça, son spectre, donc il se reproduit tous les Fs comme ça. Ok? Si je veux retrouver que celui-là, qui est en fait le spectre de mon signal d'entrée, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un filtre passe-bas. Donc effectivement, si je prends ce signal-là, je le passe dans un filtre passe-bas comme ça, je vais éliminer tous ces petits paquets-là, et il va m'y rester celui-là. Ok? Donc je mets un filtre passe-bas, et qu'est-ce que je vais retrouver? Si j'élimine tous ces paquets-là, il va me rester ce paquet-là, ce spectre-là, et ce spectre-là, c'est ce signal-là. Ok? Donc, à partir d'un signal échantillonné, si je filtre passe-bas correctement, je retrouve mon signal. Donc en fait, l'opération d'échantillonnage, si on respecte Fourier, Fs supérieur à 2BP, c'est une opération qui est réversible, complètement réversible, on ne perd pas d'informations. Okay. Alors ce filtre, il a une fréquence de coupure. Où est-ce qu'on la met? Vous voyez, vous avez un motif qui est centré en 0, puis le premier motif, là, après, il est centré à Fs, donc on va couper ici à Fs sur 2. Okay. Par exemple, pour une carte son qui échantillonne à 44 kg, on va couper à 22 kg. Okay. Donc, ici, c'est possible de revenir, échantillonner, ok, je filtre, je reviens. Donc tout se passe bien, ok. Là, je montre que si j'échantillonne correctement et que je filtre, je retrouve mon signal. Donc en fait, je n'ai pas perdu d'infos. Donc cette opération, elle est réversible. On ne perd pas d'informations par rapport au signal de départ, malgré les apparences, évidemment, puisque les apparences nous montrent de dire, quand même, ces échantillons-là, c'est quand même pas la même chose que ceci. Mais ça, ça arrive souvent en physique. Il y a des apparences. Et puis en fait, finalement, on se rend compte qu'il faut faire attention à ce qu'on voit. Mathématiquement, on peut montrer que ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, je peux revenir de ce signal-là à celui-là en filtrant. Bon, mais ça, c'est à condition qu'on ait respecté Shannon. Donc la question, c'est à quel moment ce n'est plus possible? En fait, c'est plus possible si la fréquence d'échantillonnage est trop faible, est trop petite. Pourquoi? Parce que si j'ai un signal qui est échantillonné et que ma fréquence est trop petite, qu'est-ce qui se passe? Mes spectres là, ils vont se mélanger. Pourquoi? Parce que le Fs va se rapprocher dangereusement de 0. Donc ça, c'est notre motif de départ. Puis le motif d'après, qui est centré sur Fs, il se mélange. Alors là, vous pouvez mettre tous les filtres passe-bas que vous voulez, vous n'aurez jamais la possibilité de récupérer que ce motif-là. Vous allez récupérer ce motif-là, plus un bout de l'autre. Alors cet endroit-là où ça se replie, où ça se superpose, c'est ce qu'on appelle le repliement de spectre. Aliasing en anglais. Alors ça c'est le truc qu'il faut absolument
éviter en échantillonnage. Ça corrompt les échantillons et après, les calculs qu'on peut faire dessus sont faux. Donc là, je ne peux pas mettre un filtre passe-bas, je peux le mettre où je veux, mais là, je ne récupérerai jamais le motif d'ici. C'est pas possible. Donc là, l'échantillonnage corrompt l'acquisition du signal. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire si Fs est trop petit, alors Fs est trop petit, ça veut dire que Ts est trop grand. Ts est trop grand, ça veut dire que vous ne prenez pas assez d'échantillons, comme dans le cas de tout à l'heure. Et cette situation doit être évitée à tout prix. Alors comment on fait pour l'éviter? C'est quoi la limite? Tout à l'heure, on a vu un cas où ça marchait, maintenant on a vu un cas où ça ne marche pas. En fait, le cas limite, c'est celui-là. C'est-à-dire vous avez un échantillonnage où vous êtes juste, vous ne mélangez pas, vous êtes juste en limite ici. Bon, donc là, mon spectre, il va de 0 à BP, et cette partie-là va de Fs moins BP. Ok? Donc qu'est-ce que c'est que cette limite entre les deux? Ce point A, ici. En fait, c'est le point où j'ai F égale BP, et en même temps, F vaut Fs moins BP. C'est-à-dire Fs égale 2 BP. Fs égale 2 BP, c'est la limite de Shannon, qu'on a dit tout à l'heure. Okay, donc la limite pour laquelle vous n'avez pas de recouvrement, c'est effectivement quand la fréquence est égale à 2 fois la bande passante. Alors là, vous pouvez récupérer votre signal d'entrée en filtrant passe-bas, mais là, il va falloir un filtre d'ordre très élevé avec une pente quasi verticale. Mais en théorie, c'est possible. Donc la limite de Shannon doit toujours être respectée en échantillonnage. Okay, donc, je rappelle, cette limite, c'est on doit toujours avoir une fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 2 fois la bande passante du signal. Et je rappelle aussi que la bande passante du signal, c'est une donnée qu'on va trouver sur le capteur, sur la doc du capteur qui fournit le signal. C'est ce qui est le plus simple. Alors je prends des exemples. Je prends un analyseur de réseau électrique, un Calistar, comme vous avez en Electrotech. Bon, ce Calistar, il est prévu pour faire une analyse de signaux entre 0 Hz, c'est-à-dire le continu, et 2,5 kg. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la doc. Donc Shannon, il vous dit 2,5 kg de bande passante, il faut échantillonner au minimum à 5 kg. Minimum 5 kg. 2 fois 2,5. Bon, il se trouve que dans l'appareil, la fréquence, c'est un peu plus de 10 kHz. C'est-à-dire qu'on a pris Fs égale 5 BP. On verra pourquoi en TD. Je prends un oscillo, que vous avez en salle F4 par exemple. On voit que la bande passante des signaux en entrée d'oscillo, c'est 100 MHz. 100 MHz. C'est-à-dire on peut mettre dans cet oscillo un signal dont le spectre va jusqu'à 100 mégas. Bon, Shannon vous dit que vous devez échantillonner ce truc-là à minimum 200 mégas. Minimum 200 mégas. Ok. Bon, une valeur typique pour un oscillo, c'est 1 GHz. Donc Fs égale 10 BP. Okay. Donc vous voyez, les fréquences qu'on utilise en fait sont toujours supérieures à la valeur de Shannon, qui est une valeur en fait mathématique. Une carte son, on sait qu'un spectre audible, c'est-à-dire un signal qui sort d'un micro, il va s'étendre entre 20 Hz et 20 kHz. Okay. Donc là, Shannon vous dit, là, il faudrait échantillonner au moins 40 kg. Bon, il se trouve que là, on échantillonne à 44,1, donc on est tout juste ici à Shannon, de BP. Bon, tout ça pourquoi? Parce que en fait, la bande passante d'un micro, c'est pas en fait 20 kg, c'est plutôt 10-15 kg. Donc on n'est pas à 2 BP, on est un petit peu plus. Ok? Voilà, donc quand on choisit une fréquence d'échantillonnage, on doit respecter Shannon. Fréquence d'échantillonnage supérieure à 2 fois la bande passante. Bon, si on est sur un système où on ne peut pas choisir fréquence d'échantillonnage, une carte son par exemple, elle est fixe. Okay, ou alors si on ne connaît pas la bande passante du signal. On a paumé la doc du capteur, on ne connaît pas la bande passante du signal. Donc là, on est embêté. Okay, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va filtrer ici le signal pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Ce filtre, c'est un filtre analogique, passe-bas, okay, qui s'appelle un filtre anti-repliement. Anti-aliasing filter, FAR sur les docs. Okay. Donc sa fréquence de coupure va respecter la condition de Shannon. Okay. On va couper à Fs sur 2. Okay.
faut pas oublier, hein, c'est Fs supérieur à 2 BP, BP c'est inférieur à Fs sur 2. Donc on va couper Fs sur 2 de façon autoritaire, hein, c'est-à-dire qu'on va enlever de la bande passante au signal avant d'échantillonner. D'accord? Et évidemment, il se place avant l'échantillonneur, hein, toujours avant l'échantillonneur. Après, ça ne sert à rien, hein, le repliement il a eu lieu. Donc c'est toujours avant. Ok? Voilà, donc très important, sur les systèmes d'acquisition, on va toujours retrouver un filtre anti-repliement en entrée, okay, dont la fréquence de coupure est calée sur la fréquence d'échantillonnage du système. Alors si cette fréquence d'échantillonnage est fixe, bah, le filtre il est fixe. Par contre, si cette fréquence d'échantillonnage elle est variable, okay, ça veut dire qu'il faut un filtre ici dont la fréquence de coupure soit variable. Okay, donc on verra comment on fait ça en TD. Voilà, donc là, l'échantillonnage, hein, c'est bon, j'ai mon filtre anti-repliement, j'échantillonne correctement mes signaux, et puis j'obtiens en fait des échantillons derrière. Alors un autre élément qu'on trouve ici sur les systèmes d'acquisition, c'est le bloqueur. Donc, il faut bien comprendre que quand on va convertir le signal en nombre numérique, en fait, c'est un abus de langage. Hein. Le convertisseur analogique numérique, là, il ne convertit pas le signal, il convertit les échantillons. D'accord? Donc chaque échantillon qui arrive, donc ce sont des volts, hein, c'est une tension, va être converti en un nombre numérique. Bon, le problème, c'est que cette conversion, ça prend un certain temps. Hein, quelques microsecondes, quelques nanosecondes, ça dépend. Bon, le problème, c'est que le signal échantillonné, vous avez vu, c'est un signal impulsionnel, c'est-à-dire on a des échantillons qui apparaissent, puis tout de suite, ils disparaissent. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, ok, c'est qu'ici, on va rajouter un élément qu'on appelle un bloqueur. Voilà ce qu'il va faire. Les échantillons apparaissent, ils disparaissent aussitôt. Ils apparaissent, ils disparaissent aussitôt. Donc là, le CAN, derrière, il n'aurait pas le temps de faire le calcul. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un montage électronique qu'on appelle un bloqueur, qui va, à chaque fois qu'il y a un échantillon, il fabrique en fait un espèce d'échelon, comme ça, qui se maintient à la valeur d'échantillon jusqu'à l'échantillon d'après. Et on voit que ça suit là, 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 là. Et tout ce temps-là, c'est-à-dire la période TS, okay, on vient, c'est tout le temps qu'a le convertisseur analogique numérique pour faire la conversion de l'échantillon. Okay. Donc, ce qu'on va trouver à l'entrée d'un convertisseur analogique numérique, normalement, c'est plutôt le signal vert. Là. Il y a toujours un signal en volt, hein, d'ailleurs, c'est une tension, mais en forme de marge d'escalier comme ça. Okay. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette partie-là, donc l'échantillonnage, ça consiste à prélever des valeurs du signal d'entrée. Ces valeurs, ça s'appelle les échantillons, samples en anglais, avec un intervalle régulier, TS, hein, qu'on appelle la période d'échantillonnage, sampling period en anglais, qui s'exprime en secondes. On définit aussi sa fréquence d'échantillonnage, qui est l'inverse de cette période, sampling frequency ou sampling rate. Elle s'exprime en Hertz, hein, parce que c'est l'inverse d'un temps, ou en échantillons par seconde, SA par S ou SPS, sample par seconde, en anglais. Le signal doit être échantillonné en respectant la condition de Shannon, Fs supérieur à 2 BP. BP, c'est la bande passante du signal. Donc ça, c'est très très important, il faut le savoir par cœur. Okay. Si la condition de Shannon n'est pas respectée, à ce moment-là, on a du repliement de spectre, ce qu'on appelle aliasing en anglais. Donc ça, c'est la situation qu'il faut absolument éviter. Okay. Afin d'éviter ce repliement de spectre, être sûr d'éviter ce repliement de spectre, on place à l'entrée un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure qui est à Fs sur 2. Ce filtre est un filtre analogique. Il se nomme filtre anti-repliement, anti-aliasing filter, et il se place toujours avant l'échantillonneur. Et puis dans les systèmes numériques, on va trouver aussi au niveau de l'échantillonnage un bloqueur qui maintient les échantillons constants lors de la conversion analogique numérique que l'on verra dans le prochain cours. Voilà, bon courage et à bientôt.